Nous sommes bien heureux depuis un certain temps de compter sur vous pour pas de choses qui concernent la chose culturelle à Tétouan. Marche ou il ne marche pas? Qu'est-ce qu'il marche? أي صفر ثاني وقت Donc il ne marche pas. Il ne marche pas. Donc, bonsoir, chers collègues, monsieur le doyen et chers amis, monsieur Saad Zemouri, chers collègues et amis, madame Wafa Gouté, chers collègues, messieurs, mesdames, chers auditoires. Nous sommes énormément heureux cet après-midi de se réunir dans cet bel espace culturel que nous offre M. Abdelaziz Baï, la librairie Agora, pour présenter un bel ouvrage, le voyage de Baï, qui est aussi le pari secret de Bahi Horma, Mohamed Horma Bahi, le grand écrivain et journaliste marocain qui a longtemps résidé à Paris et qui a écrit des pages sublimes sur Paris Lumière, Paris Souterrain. Je dois d'abord, avant de donner la parole sans tarder à mon amie Madame Gosté, je dois d'abord évoquer avec vous la figure extraordinaire de ce journaliste, cet écrivain marocain, d'abord patriote. Je tiens à ce mot, un écrivain et un journaliste patriote, qui est Mohamed Horma Bahi. Nous le connaissons tous, nous qui sommes de la génération des années 80, nous connaissons bien cette figure-là. Nous avions l'habitude de lire ses éditoriaux qui s'appelaient les Salam Baris, lettres de Paris, dans un fameux journal politique marocain de l'époque. Cet écrivain est, comme venait ce matin de le présenter avec beaucoup de finesse, avec beaucoup de profondeur, M. Saad Zemouri, dans une belle conférence à la faculté des lettres de Tétouan, c'est un écrivain de grande culture. C'est un journaliste de grande érudition. C'est un homme de conviction aussi. Et qui a si bien connu Paris. Non pas Paris des touristiques, que nous connaissons tous, mais ce qu'il appelle sans Paris. C'est-à-dire un Paris intérieur, un Paris profond, un Paris décrit sous des facettes inconnues. Monsieur Saad Zemouri en traduisant en les traduisant en français, il leur a donné une vie seconde, une vie nouvelle. Et j'avais la chance de lire ces lettres en arabe dans l'édition qu'a faite Abdelrahim Mouden sous le titre Rijal Bahia fi Bali Stabia. J'avais lu cette chose-là, et en relisant la traduction qu'a faite notre collègue, vraiment j'ai découvert un autre texte. Et c'est pour cela que je dis ce texte va gagner d'autres lecteurs.
d'autres lecteurs francophones, certainement, au Maroc, mais aussi en France et ailleurs, mais aussi des lecteurs hispanophones et anglophones, parce qu'à partir de cette traduction, il est très aisé aujourd'hui pour les traducteurs espagnols ou anglais de faire la traduction, comme il arrive très souvent avec les textes arabes. Donc, je suis vraiment très heureux de voir sortir cette belle traduction faite dans les règles de l'art, comme on dit, faite dans les règles de l'art, avec beaucoup de finesse, beaucoup de travail, avec beaucoup d'amour et de passion. Les lettres de Mohamed Bahi sont des lettres de passion et d'amour pour une ville lumière, pour une ville universelle. Mais la traduction de Hamza Zemouri leur donne une vie. Et je ne voudrais pas accaparer la parole pour longtemps, mais je donne la parole à Dangote pour présenter l'ouvrage. Merci mon cher collègue. Merci mon cher collègue. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier mon collègue Nizar Tejditi de m'avoir invité à participer à cette rencontre littéraire avec monsieur le doyen Mohamed Saad Zemouri autour de sa traduction des voyages de Bahi au Paris au secret. Donc merci à notre cher libraire et ami Aziz Sbahi de nous accueillir dans sa librairie Agora, espace agréable et propice pour les rencontres et les échanges culturels. Je suis ravie d'être avec vous, parmi vous, pour parler de cette traduction. Je retrouve ici des visages, des collègues, des anciens étudiants. Donc je suis vraiment très contente de me trouver entourée des gens que j'aime, aussi entourée du livre. Donc je tiens à préciser le micro. Donc je tiens à préciser d'emblée qu'il n'est pas de mon intention de vous présenter une analyse de la traduction de Zemouri. Parce que moi je crois que chaque traduction est une réécriture de texte. Donc je ne vais pas utiliser un discours moralisateur, c'est une bonne traduction ou pas. Non. Donc moi je vais vous livrer ici les impressions de ma première lecture, afin d'attiser votre curiosité et susciter chez vous l'envie de découvrir cette traduction. D'ailleurs, la découverte sera le maître mot de mon intervention, que j'ai intitulée de l'espace vie à l'espace texte. Pour commencer, je dirais que le document que nous propose M. Mohamed Saad Zemouri est fort intéressant à plusieurs égards. En effet, le livre de notre collègue m'a permis de faire une triple découverte. J'ai découvert en premier lieu le Paris de Mohamed Bahi, ensuite Bahi, écrivain talentueux, et finalement Mohamed Saad Zemouri, traducteur averti et aguerri. Puisqu'il s'agit de traduction, il y a lieu de s'interroger ici sur la possibilité de traduire un texte littéraire sans le trahir. D'ailleurs, j'aimerais bien que M. Zemouri partage avec nous son expérience de traducteur, de passeur de texte d'une langue à l'autre, d'une culture à l'autre. Assure-t-il finalement l'adage italien traduttore, traduttore? Est-il amené dans sa traduction à altérer sciemment le texte source? J'aimerais bien qu'il nous explique également les raisons qui poussent un traducteur à osciller entre proximité et éloignement du texte original. Tout d'abord, je voudrais bien dire un mot sur un élément paratextuel. D'ailleurs, quand on a un livre à lire, la première des choses à faire, c'est d'analyser la page de couverture, la première de couverture. Donc cet élément paratextuel, j'essaierai de ne pas trop employer le jargon littéraire. Je sais que dans les rencontres, les gens sont libres. Donc cet élément paratextuel comporte la photo de Bahi,
en plus de deux images fortement symboliques et poétiques, qui prêtent à une multiplicité d'interprétations sémantiques. Une image du désert du Sahara qui renvoie aux origines de l'auteur, une image où figure la scène au pied de la Dame de Fer, la Tour Eiffel, symbole de Paris. Notons au passage que la scène sera le fil d'Ariane. Ça fait dérange Notons au passage que la scène sera le fil d'Ariane, guidant Bailly dans son voyage pour Paris-Sophie. Cela étant dit, la page de couverture renseigne le lecteur sur les acteurs principaux de l'histoire, à savoir Bailly voyageur, Paris-Ville lumière, le fleuve de la Seine et le désert. On pourrait même lire cette première de couverture comme une invitation au voyage entre les deux rives de la Méditerranée. Le paratexte suggère que le lecteur sera amené à faire appel à sa culture d'origine et aussi à la culture de l'autre. Donc déjà cette dimension interculturelle, on la retrouve dans la première de page. Afin de saisir la vision de l'auteur à travers ses récits, Saad Zmouri opte pour une approche interculturelle. Parce qu'avant de traduire, il faut d'abord saisir la vision de l'auteur, saisir ses intentions avant de traduire. Parce que on peut parfois s'éloigner de texte, mais les intentions d'un auteur, on ne peut pas les traduire. J'ai l'impression, M. Zmouri nous répondra tout à l'heure sur ce sujet. Notons au passage que le champ de la recherche interculturelle est le domaine de prédilection de notre cher collègue, spécialiste de littérature comparée et d'histoire des idées. À la lumière de cette approche interculturelle, Saad Zmouri s'attache à dévoiler la singularité et l'originalité du récit de Bailly par rapport au récit viatique d'autres voyageurs arabes. Zmouri nous explique comment Bailly a réussi à faire découvrir à son lectorat arabophone les deux visages de la ville lumière, Paris du dessous. A réussi à faire Zmouri nous explique comment Bailly a réussi à faire découvrir à son lectorat arabophone les deux visages de la ville lumière, Paris du dessous, Paris de dessus, sans tomber bien sûr dans le piège des clichés touristiques et des stéréotypes véhiculés par les récits viatiques arabes. Notons au passage que Paris, ville des contrastes, a toujours été divisé en deux. Il y a Paris des morts et Paris des vivants, Paris des riches et Paris des pauvres, Paris du jour et Paris de la nuit, Paris féminin et Paris masculin, Paris rive droite, Paris rive gauche pour les gens qui ont déjà visité Paris, et il y a le Paris de Tahassé, Paris des démons et des anges. Donc la richesse et la finesse de l'analyse de M. Zmouri, que les abondants notes de bas de page rendent particulièrement perceptibles, apportent un éclairage avisé sur les récits de Bailly. Je dirais que le discours annotatif nous rappelle la présence du traducteur, son talent de négociateur et son rôle de pédagogue. D'ailleurs, moi quand je lisais les récits de Bailly, j'oublie qui écrit, qui est l'auteur. Et de temps en temps, vous me rappelez avec la notation, avec le discours annotatif. Voilà, donc ça c'est il y a un traducteur. Le traducteur ne se passe pas derrière l'auteur. À travers son étude pertinente et intéressante des récits parisiens, Saad Zmouri nous révèle d'autres facettes cachées du talent de Bailly journaliste. Il s'agit de Bailly conquérant de la ville lumière, Bailly écrivain passeur de culture, Bailly écrivain engagé et finalement Bailly écrivain érudit. En effet, les récits captivants de cet auteur autodidacte sont riches d'éléments les plus variés. Ils brassent des connaissances géologiques, géographiques,
littéraire, historique et mythique, cette quantité de savoir véhiculée par le texte me fait penser au voyage extraordinaire de Jules Verne. Il est à noter également que les données les plus précises, ce qui m'a aussi impressionné dans ce texte, c'est que les données les plus précises corroborent l'impressionnisme subjectif de l'écrivain. Donc, M. Zemmouri, dans son analyse de la dimension interculturelle des textes de Bailly, met l'accent sur le dialogue qu'engage l'auteur Bailly entre sa culture d'origine et celle du pays d'accueil. En témoignent les échanges imaginaires entre le grand poète arabe Al-Mutalebi, le philosophe emblématique des Lumières, Voltaire, les deux déambulant dans les rues de Paris. On peut voir dans cette scène imaginée par l'auteur une invitation au dialogue interculturel comme possibilité de connaître autrui, nous-mêmes et le monde. Le dialogue permet de rapprocher et de concilier les différences. D'ailleurs, la dernière réplique prononcée par Voltaire en dit tout l'essentiel. Les points communs entre nous, je cite, les points communs entre nous sont innombrables. D'ailleurs, vous analysez avec merveille ce... Et je ne veux pas vous dire de quoi il s'agit dans ce texte. Il faut acheter le livre et le lire. Donc je ne vais pas dévoiler... Non, surtout pas. Ah mais non, donc il faut acheter le livre et le lire. Voilà. Et découvrir le sujet et la thématique. D'autre part, M. Zemmouri, le recours à la prosopopée, figure de style utilisée par les poètes tragiques et les grands orateurs, crée une relation sous-jacente entre l'écriture de Bailly et l'univers de théâtre. D'autre part, Zemmouri nous propose une autre piste de lecture. Ne manque pas d'attirer notre attention sur la dimension intertextuelle du voyage au Paris secret. Le texte est tissé de citations appartenant aux deux cultures orientales et occidentales. L'interaction entre l'acte narratif et l'acte citationnel confère au texte une épaisseur culturelle fort remarquable. Le fait de projeter, comme le dirait Wasmine, l'aurait dit Wasmine, qui aime bien la bibliothèque. Donc le fait de projeter une bibliothèque culturelle dans le récit me fait penser au récit de Kiliton. Donc j'imagine là l'ampleur de la tâche de M. Zemmouri traduisant ce genre de texte avec une épaisseur culturelle. Ça doit être une tâche très ardue. En fin de compte, le livre de M. Zemmouri contient deux projets. Pourquoi je dis deux projets? Parce que c'est l'auteur lui-même qui m'en a inspiré, parce qu'il parle de thèmes de projet dans la page 38. Donc permettez-moi de me référer à cette page. Donc il dit, je le cite, dans le 15e arrondissement à Paris, la tente s'est remplie de livres et de projets. Donc ça m'a inspiré. Je dis, tiens, dans le livre de M. Zemmouri, il y a plusieurs projets. Donc je disais, moi je découvre dans le livre, dans ce document, deux projets. Le projet de Bailly de faire de la ville lumière, à travers ces récits parisiens, un espace de lisibilité pour le lectorat arabophone. Il y a ensuite un autre projet, celui de M. Zemmouri, le projet du traducteur, Saad Zemmouri, qui tend à rendre le texte de Bailly lisible et accessible au lectorat francophone. Ainsi, nous avons deux types de voyages, à savoir le voyage de Bailly dans l'espace ville et celui de Mohamed Saad Zemmouri dans l'espace texte. Dans les deux quêtes, il est question de fouille. J'aime bien ce mot, vous l'avez employé aussi. Dans les deux quêtes, il est question de fouille. Bailly fouille la mémoire de la ville et ses entrailles pour en dévoiler le secret.
M. Zemouri, en tant que traducteur et critique, fouille les moindres points, comme vous le dites, du récit de Bailly pour nous livrer la vision originale de son auteur. D'ailleurs, cette métaphore spatiale, elle est très importante. Fouiller les recoins. Donc le texte devient espace à parcourir. Et vient s'ajouter un autre voyage, le mien. Bon, moi aussi, je vais voyager à la fois entre votre texte, l'étude, et le texte, la traduction le récit parisien de Bailly. C'est pour cela, permettez-moi de vous livrer de partager plutôt avec vous quelques souvenirs et émotions. Franchement, le récit parisien de Bailly a réveillé en moi une multitude de souvenirs et d'émotions. Moi aussi, j'étais fascinée par la modernité et la liberté qu'incarne cette métropole où j'ai vécu pendant 6 ans. Paris a toujours inspiré et nourri l'imaginaire des gens qui l'ont fréquenté et visité. Je tiens à préciser que moi, j'ai connu Paris avant de m'y installer. Je l'ai connu par le truchement de la littérature, et surtout la littérature du 19e siècle. J'ajouterai que la première phrase qui m'est traversée l'esprit en foulant le sol de Paris, la fameuse phrase de Rassignac, à nous deux, Paris. Franchement, ça c'est la réalité. Lors de mon séjour, j'ai découvert aussi les entrailles de la ville en empruntant le métro. Je me rappelle parfaitement cette circulation entre l'obscurité des tunnels et la lumière des viaducs suspendus que décrit merveilleusement Bailly dans le récit intitulé « Le Paris souterrain ». Je signale au passage que j'habitais dans le même arrondissement que Bailly, le 15e. Quelle coïncidence! Donc, je comprends parfaitement le plaisir de prendre ce métro aérien. À l'instar de Bailly, j'aimais beaucoup flâner le long de la Seine, traverser les ponts pour passer d'une rive à l'autre. Paris est un musée à ciel ouvert. Moi, mon Paris que j'ai connu, c'est le Paris des étudiants. Le quartier latin, la place Saint-Michel, la cité universitaire, la place de la Sorbonne, les jardins, donc j'en passe. Je dirais qu'à travers les yeux et la plume du journaliste talentueux Bailly Mohamed Horma, j'ai redécouvert mon Paris à moi, et par l'intermédiaire aussi du traducteur. Donc il y a plusieurs strates de voyage que nous propose ce document passionnant. In fine, tout récit viatique relate une expérience unique et personnelle qui informe sur la faculté d'adaptation, je disais que tout récit viatique relate une expérience unique et personnelle qui informe sur la culture du pays visité, sur la culture du voyageur, sur ses attentes, sur sa faculté d'adaptation, sur son imaginaire et finalement sur sa vision du monde. Donc, de fait, la représentation de la ville-lumière varie d'un récit à l'autre. Et le récit de Mohamed Bailly en est un exemple, vraiment un bel exemple. Et pour conclure, je dirais que M. Zemouri, avec cet ouvrage, en traduisant cet ouvrage, rend un bel hommage à Mohamed Bailly, figure emblématique du journalisme marocain, pour son remarquable talent d'écrivain. Et j'ajouterai que comme je venais juste de le dire à M. Hamza, cet ouvrage propose maintes pistes de lecture pour découvrir un autre type de récit de voyage. Donc il y a presque ici
une dizaine de sujets de thèse. Donc je vous encourage à lire et à parcourir et à découvrir. C'est pour cela que je dis, c'était pour moi un plaisir de découvrir. Aussi, la découverte est le maître mot de mon intervention. Merci. Merci Madame Laura pour cette belle lecture. Bien sûr, à chacun son pari. Oui, c'est ça. Oui. Oui. À chacun son pari. Et je voudrais signaler à l'auditoire que ce livre-là est composé en fait de 3 éléments. Il y a une belle préface d'Hubert, monsieur Hubert Joly, qui a fait la préface, qui est le président de l'Union internationale française, et qui a bien souligné l'intérêt de cette traduction et l'intérêt de ce texte, de ce récit un petit peu particulier, parce que M. Zemouri ce matin a évoqué la problématique de genre littéraire auquel appartient ce texte. Est-ce que vraiment c'est un voyage? Parce que c'est pas un voyage, c'est plutôt des lettres envoyées. Donc c'est pas exactement le récit de voyage, hein, c'est autre chose. Parce qu'il est fait en position de résident et voilà, c'est quelqu'un qui a passé 30 ans et donc il a eu le temps de bien fouiller. Voilà, c'est pas. Ou bien faut-il alors faire la différence très importante entre le voyage et le tourisme. Parce que le voyageur, ce qui distingue le voyageur du touriste, c'est que le voyageur réside, ou disons, passe plus de temps que le touriste. Alors que le touriste passe quelques jours pour visiter les lieux emblématiques. Voilà, les lieux de. Alors, le voyageur, il peut résider pour mieux voir, pour mieux décrire, pour approfondir les questions, etc. J'ai dit que la présentation qu'a fait Hubert Joly est remarquable aussi, et parce qu'il a relevé bien l'intérêt de ce texte de Mohamed Hurma Bahi. Je vous lis simplement ce petit paragraphe de sa préface. Il dit « Jamais des écrivains étrangers n'avaient jusque-là abordé de semblables thèmes parisiens, et jamais ils ne nous avaient empêché de se souvenir de fantasmes, de méditation ou même de passion amoureuse pour cette vie, comme Mohamed Bahi a su le faire. » Voilà donc un témoignage sur ce récit de Mohamed Bahi. Alors j'ai dit que ce livre est composé de 3 éléments: la préface, la traduction, la pleine traduction de Mohamed Saad Zemouri. On va voir tout à l'heure comment il a traduit avec passion. Et il est composé aussi, ce livre, d'une étude approfondie sur le texte de Bahi, une étude d'une soixantaine de pages quand même. Donc, et on voit là en fait que le traducteur est passionné aussi également par la ville de Bahi, hein, autant que Mohamed Hurma Bahi. Il y a passions qui se croisent. Voilà, c'est 2 passions, et ça c'est ce qui donne en fait, une belle traduction. C'est la fusion de deux passions, la passion de l'écrivain original et la passion de traducteur. Donc ce matin, M. Saad Zemouri, vous avez évoqué en fait, vous avez relevé beaucoup d'aspects de ces lettres de Mohamed Hurma Bahi, et vous avez donc parlé de la postérité de ce texte, hein, qui dépasse les clivages ordinaires,
Et on voudrait cet après-midi, pour prolonger un petit peu le débat, voir avec vous comment d'abord vous êtes arrivé à ce texte après le premier choix, bien sûr, initié après la première décision de vouloir traduire ce texte. Comment vous avez approché ce texte? Parce que moi j'ai eu la chance de vous suivre un petit peu, hein, de loin en loin, et j'ai senti que petit à petit vous entrez, si j'ose dire, dans le texte. Petit à petit, hein, ça t'est venu comme ça, progressivement, mais profondément. Et plus vous traduisez, vous semblez à l'intérieur des mots, pas des mots, mais des sens profonds que donne l'écrivain à son écriture. Et vous avez parlé justement ce matin de parcours de l'écriture de Mohamed Bahi en rédigeant ces lettres. Alors, j'aimerais bien que vous développiez un petit peu cet après-midi. Nous avons cette chance avec cette victoire, si vous pouvez. Allez-y. Je voudrais exprimer tout d'abord mon plaisir. Je suis, c'est bon. Je suis donc heureux de me trouver parmi vous dans ce cadre magnifique, très agréable, au milieu des livres, au milieu des mots et de tout ce qui incite finalement à la lecture. La lecture, c'est la culture. Et la lecture, c'est aussi le rêve, c'est l'imagination, c'est la sensibilité, c'est un certain nombre donc de réalités. C'est tellement à propos avec justement notre livre d'aujourd'hui, notre personnage, Mohamed Bahi, qui était un homme des livres, un homme qui connaissait la valeur donc du livre. Je voudrais aborder un certain nombre de choses avec vous autour de cet homme et autour donc de ce livre. Je voudrais tout d'abord rappeler que cet ouvrage, c'est le fruit d'un travail réalisé dans le cadre d'un projet de recherche. Un projet de recherche lancé par le CNRST, donc notre centre de la recherche scientifique et technique de Rabat, oui. Et soutenu donc par ce centre, financé par ce centre, qui programme que celui donc intitulé Ibn Khaldoun, et le projet Ibn Khaldoun, et monsieur Nizar Tashditi est le coordinateur donc pour ce projet-là en particulier, et à l'origine il m'avait justement donc parlé de ce texte et m'avait proposé la traduction donc de ce texte. J'avais d'autres idées en tête, et finalement quand il m'a proposé donc ce titre, je me suis dit je vais me lancer donc dans cette aventure. Je ne l'ai pas regretté, bien entendu. Je ne l'ai pas regretté, et j'ai découvert. Ouais, j'ai découvert un personnage admirable, et ça a été une aventure pour moi très enrichissante. J'ai fait ça avec beaucoup de plaisir. J'ai appris beaucoup de choses, et ça m'a permis finalement donc au terme de ce voyage avec Bahi,
lui-même voyageant dans Paris, d'aboutir à un résultat, un fruit. Le fruit, c'est ce livre qui doit beaucoup, surtout à Mohamed Bahi. Alors, pourquoi est-ce que je me suis aussi, j'ai tenu à travailler sur Bahi et à réaliser ce travail de traduction? C'est tout d'abord pour rendre hommage à cet homme. Un homme vraiment, c'est une personnalité d'envergure, hein, et malheureusement, après sa mort, qui était très célèbre de son vivant, une véritable icône au Maroc, dans le monde arabe, dans le monde arabe. Parmi les Européens, un interlocuteur privilégié avec la classe politique française, avec les élites culturelles en France, etc. Donc c'était une personnalité du journalisme, de la culture, un homme très influent, un homme très cultivé, très érudit, très respecté, très estimé, et qui a eu une vie très remplie, une vie où il s'est beaucoup dépensé pour la réalisation donc de ses idéaux, hein. C'était une génération qui rêvait beaucoup pas pour elle-même, hein, égoïstement, mais pour les autres finalement, pour leur pays, pour leur peuple, hein, pour l'humanité, hein, d'une façon générale. C'est quelqu'un de très humaniste, hein. Et donc voilà. Alors ce livre, c'est un hommage à cette personnalité, tout d'abord. J'ai beaucoup d'estime pour ce personnage admirable à plusieurs égards. Et ainsi, je voulais justement perpétuer le souvenir de cet homme, la mémoire donc de cet homme parmi nous, malheureusement presque tombé dans l'oubli, méconnu finalement. Et alors que des personnes de cette trempe devaient ou méritent finalement qu'on les garde, hein, constamment dans notre patrimoine, hein, dans notre culture. Et Mohamed Bahi, on lui doit justement ce genre de dommages. Également, à travers le livre, à travers cet ouvrage, ce livre, j'ai voulu finalement aussi redonner vie à une œuvre, l'œuvre d'un grand écrivain, une œuvre qui mérite d'être connue. Également parce que ça me permettait d'aborder une facette méconnue dans l'œuvre de Bahi. Bahi est connu surtout pour avoir été un grand journaliste, qu'on n'a pas hésité au Maroc à comparer à Hassanain Haikal. Ça dit tout, hein. Donc quelqu'un de cette envergure. Également parce que à travers son écriture et tout particulièrement dans cette œuvre, il défend des valeurs qui me sont chères, et notamment dont on a parlé aujourd'hui à plusieurs reprises, notamment Madame Gofté, lorsque vous avez parlé de l'interculturel, parce ce texte incarne l'interculturel. Ses orientations intellectuelles vont dans ce sens-là, de la promotion d'une valeur telle que l'interculturel. Voilà, donc et puis enfin l'admiration que j'ai pour
finalement quelqu'un, tu parlais tout à l'heure du genre, dans quel genre finalement classer cette œuvre. Mohamed Bahi a séjourné pendant 30 ans en France, particulièrement à Paris, et à ce titre il est devenu parisien. C'est vrai que ça m'étonnait de la part de Abdelrahim Oudden quand il considérait, qu'il affirmait que ce texte était un récit de voyage. Ce n'est pas du tout le cas. Après 30 ans de résidence, après un séjour de 30 ans dans une vie, on n'est plus un voyageur, on est donc quelqu'un de passage. Mais alors c'est pourquoi moi je préférerais finalement, et ça rentre dans le cadre de la littérature comparée, du comparatisme donc, de le qualifier, de le désigner par le regard d'un étranger, et cela suffit, sans que ce soit forcément uniquement un voyageur ou tout particulièrement ou tout spécialement un voyageur. C'est le regard justement d'un étranger sur Paris. Et quel regard justement? Et oui, c'est ça qui m'a frappé. Quelqu'un qui est loin d'être un francophone. Il était francophone au sens non pas culturel du terme, hein, tel qu'on entend qu'on entend parfois ce terme, mais parce qu'il parlait la langue française, et tout Français qui parle la langue française ou qui fait usage de la langue française est un francophone, objectivement parlant. Et donc, bon. Maintenant, j'ai été frappé justement par quelqu'un qui a pu acquérir et accumuler une telle connaissance sur un pays qui lui est complètement étranger, qu'il a découvert, disons, tardivement, qu'il a découvert après bien la moitié de sa vie, hein, et d'avoir pu décrire de cette manière, raconter de cette manière Paris. J'ai été frappé par dans la préface justement d'Hubert Joly. Hubert Joly a été justement étonné de la manière dont Bahi racontait Paris, comme peu de Parisiens eux-mêmes, hein, ou de Français eux-mêmes peuvent le faire, hein, ou pouvaient le faire. Alors ça, c'est un aspect aussi qui m'a énormément frappé de quelqu'un parce que Bahi était un homme qui se donnait tout entier et qui faisait les choses qui faisait les choses de manière consciencieuse. C'était un grand travailleur. C'était quelqu'un qui se donnait corps et âme à quelque chose, aux tâches qu'il faisait, etc. Et donc, pour écrire un tel témoignage sur Paris, Bahi pratiquement a passé une moitié de sa vie à accumuler des renseignements, des informations, des connaissances, etc. À travers deux choses principalement. La connaissance de la ville elle-même, géographiquement, connue pour être un marcheur infatigable, déambulant dans les rues de Paris, dans tous les sens, la nuit, le jour, cherchant à découvrir tous les moindres coins de la ville, et en même temps, comme grand lecteur, quelqu'un qui s'est informé sur Paris, qui a lu énormément de livres sur la ville de Paris, et qui à la fin de son parcours a pu nous donner un témoignage qui témoigne d'une érudition très rare, hein. Il est vraiment, c'est admirable, hein, que de trouver quelqu'un qui puisse écrire, un étranger qui puisse écrire
comme il l'a fait sur Paris avec une telle précision, avec toutes ces informations, avec tous ces renseignements, quelque chose de tout à fait de tout à fait exceptionnel de la part justement donc de quelqu'un qui à l'origine n'avait pas vraiment de lien ou de relation donc avec donc la ville de Paris. Alors moi, ce que j'ai essayé de montrer à travers ce livre, bon, il y a l'aventure de la traduction, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais il y a aussi d'autres choses, parce que au fond la traduction c'est moi qui l'ai faite, et moi je voudrais surtout parler non pas de moi, mais parler de Bahi, pour ce qu'il représente. Quelqu'un qui doit être un exemple aujourd'hui dans notre pays, où l'on a besoin de trouver des tonalités positives pour justement voir l'avenir avec optimisme, nous reconstruire peut-être, nous réformer sur certains plans. Des personnages comme Bahi, ce sont des exemples admirables et qui doivent devenir des modèles pour toutes les valeurs qu'il incarnait justement, la tolérance, le goût du travail, le sérieux, le désintéressement. Ouais, le désintéressement, quelqu'un de désintéressé, et surtout quand on entre dans le cadre de la politique, de l'action politique, etc. Et donc un certain nombre donc son patriotisme aussi. Ah oui, son patriotisme. C'est l'exemple de l'honnête homme. Ah oui, c'est vraiment quelqu'un de très admirable à plusieurs égards. Et donc je voudrais surtout mettre l'accent, voyez-vous, sur ce qu'il a sur ce qu'il a créé à travers justement l'écriture donc de cet ouvrage sur Paris, sur la ville donc de Paris, et ce que représentait Paris pour lui. Trois choses, je dirais, importantes qui expliquent justement la création donc de cette œuvre. La première chose, c'est l'amour de Paris. Vous savez, on ne peut pas faire des choses grandes sans qu'il y ait aussi de la passion, de l'amour, de l'enthousiasme, etc. Un auteur très rationaliste, matérialiste comme Diderot faisait l'éloge de l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est quelque chose d'absolument indispensable pour pouvoir faire justement des choses et faire de grandes choses. Et donc, Mohamed Bahi, s'il nous a laissé cet écrit admirable sur la ville de Paris, c'est parce que tout d'abord, il a aimé Paris. Il est tombé amoureux de Paris et il a éprouvé pour Paris une passion incommensurable, une passion très forte qu'il décrivait de façon métaphorique, à travers les figures féminines, de la mère, tout d'abord, l'amour maternel, l'amour de la mère plutôt, l'amour filial d'un fils pour sa mère, etc. Il a vécu l'expérience de Paris comme une seconde naissance,
Paris pour lui a représenté une autre figure de sa patrie à lui, de son pays natal, du Sahara, du désert, dans une image paradoxale. Il a établi ainsi cette analogie entre l'espace désertique des origines et ce Paris qu'il avait adopté par la suite. Il y a cette figure de la mère, cette figure maternelle, et puis également l'autre figure de la femme, celle de l'amante, de l'épouse, de la compagne de vie. Et cet amour, il le décrivait comme étant celui d'un amant pour son amante, en tout cas un amour passionné. Jusqu'à l'addiction. Ah oui, jusqu'à l'addiction, comme il le dit. Voilà. Oui. Un amour jusqu'à l'addiction, etc. Et les compagnons de Bahi, les amis de Bahi qui l'ont connu, qui l'ont fréquenté, etc., étaient conscients justement de la singularité, tant du personnage lui-même, parce que c'était quelqu'un, en effet, une personnalité très séduisante, et extraordinaire, et très original, en tout cas quelqu'un de profond. C'est un bédouin. Oui, et justement, oui. Donc toute une richesse intérieure, et donc pour eux, Bahi était une figure pratiquement quelqu'un sorti droit d'un roman, tellement il les surprenait justement par sa personnalité, et donc eux aussi avaient noté justement ça chez lui. Cette connaissance qu'il avait de la ville, cet intérêt pour la ville, et cet amour donc de la ville, donc de la ville de Paris, c'est cet amour également qui explique justement ce fruit qui est ces lettres, ces textes magnifiques sur la ville donc de Paris. L'autre aspect, c'est que ce récit témoigne de la grande érudition donc de Bahi. Grande érudition de Bahi. L'amour de Paris est lié à finalement la connaissance. Alors c'est l'amour généré en même temps, cette volonté pour s'approprier Paris, de bien connaître Paris, pour bien la connaître. Je disais tout à l'heure que c'était quelqu'un qui marchait constamment dans la ville, qui se promenait dans la ville, qui déambulait constamment dans la ville pour mieux la connaître, pour en découvrir tous les secrets, toutes les facettes, etc. Et en même temps, c'est quelqu'un qui lisait beaucoup et donc qui a lu énormément beaucoup de littérature, beaucoup d'ouvrages sur la ville de Paris. Une érudition remarquable. Ça se voit dans les textes. Oui, c'est extraordinaire. La culture qu'il avait, c'est un travail très très documenté, et l'intérêt aussi c'est que au-delà, parce que l'information peut tuer aussi le côté littéraire, lui il nous a laissé un texte d'une beauté remarquable. Et je voudrais aussi attirer l'attention sur un fait, c'est que si la traduction porte sur parce que voilà, l'écriture de Paris chez Bahi, en fait, c'est deux versions. Ces deux versions. Alors celle-ci, qui est de lui sans être de lui dans un certain sens, parce que c'est des extraits, oui, en effet, donc une espèce d'anthologie, un choix des textes fait par Abdelrahim Mouddem qui les a choisis et qui leur a donné donc ce titre, et qui en a fait une espèce de montage. Il appelle lui-même ceci un montage narratif. Voilà, donc un montage narratif.
Et ça donne une idée. Hein. Et puis il y a cette version volumineuse. Ceci c'est 60 pages donc de texte, et là c'est 330 pages sur Paris. 330 pages. Vous savez, il aurait pu, si l'on avait eu la possibilité de nous raconter Paris, voilà, dans plusieurs volumes, hein, oui, etc. Ah oui, avec la capacité justement qu'il avait, l'érudition qu'il avait, etc. Mais quelque chose de tout à fait. Publié dans l'édition de Majlis Jalia. Hein, oui, en effet. Donc voilà. Cette version. Donc voilà. Voilà. Du conseil, oui, de la communauté. Intitulé Ktishaf Balis. Ktishaf Balis. Voilà. Donc ça. Alors, Abdelrahim Mouddin a donc fait un choix à partir justement donc de ce texte qui est très beaucoup plus ample, voilà, et donc plus précis, plus détaillé, plus riche, etc. Donc Paris pour Bahi, ça a été cette passion, une passion singulière, unique. Passion d'une ville, connaissance intime également, comme je le disais, donc de cette ville. C'est aussi un symbole, un espace qui renvoie à un paradigme qui est fondamental, qui représente une valeur, qui était une valeur pour Bahi, c'est l'interculturel. C'est l'interculturel, c'est la célébration de l'interculturel qui constitue une des dimensions saillantes de cette écriture de Paris. Paris, c'est la capitale de l'interculturel, c'est l'espace de l'interculturel. C'est la ville des contrastes, comme il le dit lui-même. Ville très contrastée, ville plurielle, ville de brassage donc des cultures, et quiconque s'est rendu quiconque s'est rendu à Paris a remarqué justement donc de se trouver plongé justement dans la diversité, dans le pluralisme à tous égards. Des personnes de toutes les races. Des langues. Voilà, les langues, on se croirait à la tour de Babel, les cultures, etc. Et pour lui, Paris représentait justement donc cela, et il était heureux justement de se trouver finalement dans un espace caractérisé par une telle diversité. Alors dans ce récit, il fait justement l'éloge et la célébration donc de cette interculturelle. Le récit est fait cohabiter, croise, marie, mélange à la fois des références à la littérature arabe, des références culturelles, oui, arabes, mais également françaises, mais également c'est aussi des anecdotes grâce à l'imagination, celle à laquelle tu faisais allusion tout à l'heure, le Moutanabbi qui rencontre dans une espèce de scène surréaliste, et ça une rencontre sortie droit de l'imagination donc de Bahi, qui nous raconte une scène dialoguée entre deux grandes figures qui très représentatives finalement, des icônes de cultures, donc l'arabité d'un côté et puis la francité de l'autre, la France de l'autre, avec ces deux figures emblématiques qui se rencontrent et qui se mettent à discuter autour de quoi? De l'apologie de la langue nationale, défendant chacun la langue et exprimant leur révolte contre le mépris de sa propre langue
La suprématie de l'anglais justement, etc. Et ça, c'est à une époque, en fait, ça remonte quand même à quelques années, donc c'était déjà, voilà, oui, et qui est un sujet encore plus d'actualité qu'à l'époque où Behi justement soulevait une telle question. Et donc, avec un dialogue très succulent, très plaisant, très spirituel, très intéressant entre ces deux figures, l'un représentant la culture arabe, l'autre la culture française, tous les deux défendant justement leur langue respective contre l'hégémonie de l'anglais, pour aboutir à une conclusion, des choses très intéressantes sur l'interculturel, qui montrent qu'après tout, les problèmes sont parfois les mêmes dans les différentes communautés autour de ces questions de langue, la langue de l'identité, etc. Et pour Behi, finalement, chacun doit voir la dignité de sa propre langue, doit cultiver justement sa langue, sa culture, la défendre, la promouvoir. Le problème n'est pas dans la langue, c'est leur conclusion à tous les deux, de Voltaire le problème est dans ceux qui parlent la langue, de ceux qui font usage donc de cette langue, etc. Mais non pas dans la langue elle-même. Pourquoi le français n'aurait-il pas n'aurait-il pas la capacité d'exprimer comme l'anglais la science, parce que ça tourne autour de ça. Pourquoi l'arabe serait impuissante à être la langue de la science, et donc ça c'est plus la maladie de la communauté qui parle cette langue que de la langue elle-même, qui aurait des insuffisances intrinsèques. Voilà donc la conclusion à laquelle ils aboutissent tous les deux. Alors tout ça renvoie justement donc à des figures de l'interculturel. L'interculturel à Paris, c'est d'évoquer le fameux cèdre du jardin des plantes, juste à côté d'ailleurs de la mosquée enfin de Paris, donc de l'institut musulman de Paris, avec ses tuiles, etc. Donc alors c'est l'interculturel dont on trouve l'expression ici, c'est Tawfiq al-Hakim à Paris, c'est Taha Hussein à Paris, c'est également à Paris, Tawfiq al-Hussein devant l'obélisque, qui justement vient d'Égypte, et c'est ce mariage entre l'Orient et l'Occident à travers cet obélisque, et donc qui commence à l'époque de Napoléon justement avec cet obélisque, et donc c'est un ensemble donc de figures, de symboles, et cette dimension est une dimension très intéressante et au-delà, j'espère pouvoir retrouver si je peux la trouver rapidement. Oui, voilà. Quelque chose de très significatif de cette interculturelle, dans un passage qui est magnifique et qui s'inscrit dans un passage très intéressant qui constitue un des traits de ce récit, qui est celui à la fois de l'intertexte, du mélange des discours, du brassage des discours. Parfois on ne sait plus qui est l'énonciateur, qui est l'auteur vraiment
de certaines, donc de certains énoncés. Est-ce l'auteur lui-même? Est-ce quelqu'un d'autre, etc. Et c'est le cas de ce passage où lui attribue ce qu'il raconte à l'ambassadeur donc le journal As-Safir, Talal Hassan, et qui aurait écrit sur lui quelque chose qui résume assez bien cet interculturel. Alors, je me rappelle, dit-il, encore la fantastique métaphore qu'il a imaginée pour me décrire, en faisant de moi la fleur du cactus désertique. Le cactus, d'habitude, résiste à la mort. Je ne pense pas à la mort dans son acception de fin naturelle, la fin de tout être vivant, mais au sens de la mort de l'esprit, qui peut se rouiller, se scléroser ou cesser complètement de fonctionner. Je n'ai pas tourné mon dos à la terre, au désert que certains regardent comme un amas de sable. Non. Paris, qui pour moi respire la modernité, doit passer à travers le désert, à travers l'Armoise, l'Astragale, l'Aquilée, ou, comme l'a dit mon ami l'ambassadeur du journal As-Safir, je dois verser, et notons l'interculturel, je dois verser Paul Valéry dans Tarafa Bnoul Abd, ou lire Molière dans Al-Jahid, ou comprendre Risalat al-Ghufran par le biais de Dante. Nous échangeons mutuellement le rôle du disciple et nous nous corrigeons nos erreurs respectives. L'affectivité est une création personnelle et personne ne l'impose à l'autre. C'est extraordinaire, donc croisement, voilà, et entre ces noms qui renvoient aux deux cultures, culture de l'Orient, culture arabe. Voilà. Donc ça c'est un certain nombre donc d'éléments qui m'ont paru saillants et que j'ai essayé donc de faire ressortir, et je terminerai donc là-dessus. Voilà. J'aimerais bien, avant que vous finissiez, j'aimerais bien aussi que vous nous lisiez un passage très très intéressant écrit par Bilal Hassan sur justement Mohamed Bari après sa mort. Dans votre belle étude, hein, Oui. page 90. Hein, page 90. Oui. Parce que c'est un passage quand même très intéressant dans lequel Bilal Hassan, qui était l'ami de Bahi à Paris, décrit parfaitement bien la figure de Mohamed Bahi. En effet, oui, en effet. هذا بلال حسن طلال également ديال هذاك ديال السفير عبد الرحيم منيف. Munif, le grand romancier saoudien. Ce sont des gens. Abdelrahman Mounif, oui, en effet. Qui ont bien connu, qui l'ont énormément, en fait, qui l'ont fréquenté, voilà, oui, et qui l'ont très très bien connu, et qui l'estimaient, et pourtant qui étaient des personnalités aussi d'envergure, hein, et justement qui ont dit des choses de lui extraordinaires. Hein. Moi je regrette une chose, et je le dis justement dans ce livre, Mohamed Bari est marocain. Il est d'autant plus marocain que c'est lui-même qui a fait ce choix, et ce choix était significatif. Il aurait pu, étant né en Mauritanie, la Mauritanie, bon, historiquement, etc. C'était le Maroc, bon. Mais la Mauritanie aussi est devenue la Mauritanie, donc un pays indépendant. Bon. Quand il a dû faire le choix décisif, il a choisi le Maroc. Il a choisi de se définir comme marocain, et ça c'est un geste que à partir de ce moment nous avons une dette envers quelqu'un qui lui-même a choisi quand même. Quelqu'un de généreux. Ah oui, oui. Et donc
je rappelle que Bilal Hassan était le directeur de Lyoum Sabi'. Lyoum Sabi', en effet, qui a publié justement le texte de Bahi. Oui. Et donc, Bahi, nous devons quand même je vais vous lire donc. Bahi dit donc Bilal Hassan, palestinien, est venu directement du Sahara à Paris. Il y a passé la moitié de sa vie. Il a appris sa langue au point de la maîtriser. Il a fréquenté ces grands journalistes et intellectuels. Cependant, il est resté bédouin. C'est à peine si elle l'a marqué de sa touche. Il s'est comporté, avec elle un quart de siècle ou plus, comme si elle était le désert des origines. Il l'a aimée parce qu'elle lui permettait d'y vivre comme il vivait au désert. Au Sahara, Bahi se sentait sans chaîne. Il bougeait, marchait et s'isolait sans que personne ne le dérange. Il s'est rendu compte que Paris pouvait lui donner la même chose, bouger, marcher et s'isoler sans être dérangé par personne. Si les marcheurs sont nombreux à Paris, Bahi était leur chef et leur leader. Il est probable qu'il n'a existé aucune personne qui a parcouru à pied les rues de Paris à toute heure du jour et de la nuit comme l'a fait Bahi Mohammed. Il est arrivé bédouin à Paris, mais cela ne le dérangea pas, tout comme Paris n'en fut pas dérangé. Il savait comment il fallait la toucher et elle savait comment lui laisser la liberté de se déplacer. Mais quand venait le moment propice, il apparaissait comme un des rares à connaître les secrets de la ville, les secrets se trouvant au-dessus de ces boulevards et les secrets en dessous des boulevards. Ce bédouin qui avait connu le désert connaissait Paris comme l'amant qui connaît le corps de son amante. En fait, Paris a été sa seule amante et c'est peut-être pourquoi, quand il mourut, il était en chemin pour la rejoindre. Dans laquelle, oui, en effet, ça qui résume finalement de Bahi.